Ils se sont rassemblés autour, tous des tireurs d'élite militaire. La cible se trouvait à une distance qu'ils appelaient impossible. À 3000 mètres, la physique ne ment pas, et a annoncé l'instructeur, sauf vos limites. Un par un, les meilleurs tireurs ont échoué. Personne n'a remarqué la femme silencieuse avec le presse-papiers en arrière-plan. Personne ne l'a vu toucher une arme. Puis vint le bruit. Un coup parfait. L'impossible réalisé. Qui a tiré ce coup de feu? Le colonel a exigé. Tous les regards se tournèrent vers le commis à la logistique qu'ils avaient ignoré toute la journée. Et soudain, tout ce qu'ils pensaient savoir était faux. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner pour entendre d'autres histoires de personnes extraordinaires cachées à la vue de tous. À l'école de tireurs d'élite avancée de Fort Benning, un groupe des tireurs d'élite les plus élites de l'armée s'est réuni lors d'une matinée venteuse en Géorgie. L'air transportait une odeur de pain et de poudre à canon, alors que l'aube se levait sur les vastes terrains d'entraînement. Le colonel Thaddeus Blackwood avait rassemblé des tireurs d'élite des opérations spéciales de toutes les branches pour ce qu'il appelait l'exercice d'impossibilité. Son visage buriné ne montrait aucune émotion alors qu'il observait les hommes rassemblés, tous triés sur le volet dans des unités qui n'existaient pas officiellement. Une cible se trouvait à une distance extraordinaire, 3 maximum, bien au-delà de ce que la plupart considéraient comme une portée d'engagement réaliste. Les drapeaux avant fouettaient chaotiquement le long du parcours, leurs mouvements erratiques suggérant des courants d'air changeants qui défieraient même les calculs les plus sophistiqués. « Messieurs », annonça Blackwood dans un mégaphone, sa voix portant à travers la zone étouffée. Cette cible représente une limite théorique. Je ne m'attends pas à des tirs réussis. J'attends de vous que vous compreniez vos limites. Dans les opérations réelles, savoir quand ne pas tirer est souvent plus important que de le faire. En arrière-plan, Vesper Adair se déplaçait silencieusement entre les boîtiers d'équipement. Début de la trentaine, traite banale et cheveux châtains tirés en arrière sévèrement. Elle portait des badges de personnel logistique qui pendaient à un cordon autour de son cou. Personne n'a remarqué avec quelle attention elle observait l'approche de chaque tireur, comment ses yeux suivaient les indicateurs de vent, ou comment elle prenait parfois de minuscules notes dans un carnet de terrain usé. Elle était un meuble, une partie de la machinerie d'arrière-plan qui rendait ces exercices possibles, mais qui ne méritait jamais d'être reconnue. L'arrogance des instructeurs était palpable alors qu'ils se préparaient à l'exercice. « Quel gaspillage de munitions gouvernementales !» murmura l'un d'eux suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. D'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Le sergent-chef Dorian Kieran s'est présenté le premier sur la ligne de tireurs. Légende parmi les tireurs d'élite avec 4 missions en Afghanistan, Kieran avait plus de victoires confirmées que quiconque sur le champ de tir. Sa présence imposait le respect et les jeunes tireurs se pressaient derrière lui, impatients d'apprendre sa technique. « Regardez et apprenez, les gars », dit Kieran en s'installant derrière son fusil Macmillan TAC 338 personnalisé. Il fit semblant de calculer les ajustements, annonçant les variables au fur et à mesure. La vitesse du vent variait entre 12 et 14 nœuds, de droite à gauche, l'humidité à 65%. La pression barométrique se maintenait à 76 cm. Vesper leva les yeux de son bloc-notes, les yeux se plissant légèrement tandis que Kieran effectuait ses calculs. Ses doigts tressautèrent presque imperceptiblement, comme s'ils ajustaient minutieusement un cadran invisible. Kieran tira. À travers des lunettes d'observation puissantes, les observateurs virent sa balle toucher le sol à près de 3 mm à gauche de la cible. « Regardez », annonça-t-il à son... Les admirateurs ne manifestèrent aucune déception. La physique ne ment pas. Cela vise purement théoriquement à cette distance avec ces conditions. Même avec des calculs parfaits, il y a trop de variables. Tout au long de la matinée, les tireurs ont échoué les uns après les autres. Certains se sont rapprochés plus que d'autres, mais aucun n'a atteint des paramètres acceptables. Un jeune Navy SEAL a réussi à atterrir à 2 mètres du centre, obtenant les acquiescements approbateurs des instructeurs. Le meilleur résultat de la journée, a noté Blackwood, mais toujours un échec en termes opérationnels. Vesper continua son travail silencieux, levant parfois les yeux alors que des bribes de conversation lui parvenaient. « Qui est la souris avec le presse-papier » demanda un jeune marine à son compagnon, sans prendre la peine de baisser la voix.
La gestion de la chaîne d'approvisionnement ou quelque chose comme ça, a répondu un autre avec un signe de la main dédaigneux. Je calcule probablement combien de dollars ont été gaspillés sur des prises de vue impossibles. Le Marine rit. Je parie qu'elle n'a jamais utilisé de British Arm. Leur conversation s'est déplacée vers les projets du week-end alors que Vesper passait devant eux, sa présence oubliée aussi vite qu'elle avait été remarquée. Elle s'arrêta près d'une pile de caisses de munitions, prenant des notes sur l'inventaire tandis que ses yeux suivaient attentivement les motifs changeants des drapeaux du vent. À l'approche de l'heure du déjeuner, pas une seule balle n'avait atterri à moins de 2 mètres du centre de la cible. Les tireurs étaient de plus en plus frustrés, certains blâmant leur équipement, d'autres les conditions. Le colonel Blackwood semblait presque satisfait des résultats. Souvenez-vous, avait-il dit aux tireurs d'élite rassemblés pendant leur pause déjeuner. Cet exercice n'est pas une question de réussite ou d'échec. Il s'agit de comprendre les limites du possible. Pendant la pause, les hommes se sont regroupés en petits groupes, partageant des anecdotes de combat et des débats techniques. Personne n'a remarqué que Vesper s'était brièvement éclipsé, se dirigeant vers le hangar à matériel où étaient stockées les armes de réserve. Elle est revenue quelques minutes plus tard, son bloc-notes toujours à la main, l'air inchangé. La séance de repos de l'après-midi commence dans 5 minutes, a lancé Blackwood. Nous continuerons avec les mêmes paramètres. Les tireurs d'élite sont retournés sur la ligne de tir, l'humeur quelque peu entamée par les échecs de la matinée. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres crues sur le champ de tir alors que l'exercice reprenait. Chaque homme s'est approché de la ligne avec détermination, effectuant des ajustements minutieux en fonction des données du matin. Le sergent-chef Kieran a tenté une deuxième tentative, consacrant cette fois près de 15 minutes à ses calculs. Son tir a atterri plus près, à Murphy-William du centre, suscitant des murmures d'appréciation dans la foule. C'est à peu près aussi, c'est aussi bien que possible, messieurs, annonça-t-il en se levant. Parfois, il faut accepter que certaines cibles soient hors d'atteinte avec la technologie actuelle. Le colonel Blackwood acquiesça d'un signe de tête. Une leçon importante pour les opérateurs. Connaissez vos limites. Ne gaspillez pas de munitions sur des tirs impossibles lorsque des vies sont en jeu. L'après-midi s'écoula, les résultats concordant avec les échecs du matin. Vesper resta en retrait, vérifiant occasionnellement les numéros de série des équipements ou enregistrant l'utilisation des munitions. Si quelqu'un l'avait observé attentivement, il aurait peut-être remarqué comment elle se positionnait, avec une vue dégagée sur les drapeaux de vent aux moments cruciaux, comment elle synchronisait ses mouvements avec les variations de la brise. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, le colonel Blackwood consulta son bloc-notes. « Filleur final », annonça-t-il. « Où est-ce le capitaine de corvette Riker? »« Monsieur, il a été appelé au quartier général. » Un sergent-chef répondit depuis l'arrière du groupe. « Quelque chose à propos d'un briefing avec l'amiral. » Blackwood hocha la tête. « Bien. Ceci conclut l'exercice d'aujourd'hui. Demain, nous examinerons les données et discuterons des applications pratiques d'un énorme craquement résonnant sur tout le champ de tir. » Interrompant Blackwood au milieu de sa phrase. La cible, qui avait résisté à des centaines de balles toute la journée, explosa en un coup parfait, la section centrale se désintégrant dans un nuage d'éclats et de poussière. Le silence s'abattit sur le stand. Puis le chaos éclata. « Qui a tiré ?» demanda Blackwood, son sang-froid brisé. « Lequel d'entre vous a fait feu sans autorisation ?» Les tireurs d'élite se regardèrent, perplexes. Personne n'avait entendu de coup de feu, hormis l'impact. Les officiers du stand vérifièrent frénétiquement leurs registres, essayant de déterminer qui se trouvait à quel poste de tir. À l'aide de lunettes de visée, les observateurs confirmèrent ce qui semblait impossible. Un coup de masse central parfait à 300 pieds. « Vérifiez la crête nord », ordonna Kieran en saisissant une lunette. Il devait s'agir de quelqu'un qui jouait à des jeux depuis une autre position. Le personnel de sécurité du stand confirma par radio que tous les périmètres étaient sécurisés. Aucune personne non autorisée n'avait pénétré sur le terrain d'entraînement. Des calculs balistiques impossibles furent effectués sur des tableaux blancs, tandis que les instructeurs tentaient de comprendre ce qu'ils venaient d'observer. Le tir défiait les lois de la physique, du moins telles qu'ils les comprenaient. Un jeune marine prit enfin la parole, désignant la zone d'équipement. « Monsieur, je l'ai vue. Cette logisticienne, elle était près du hangar à matériel lorsque la cible a explosé. Tous les regards se tournèrent vers Vesper,
qui se tenait silencieusement près d'une pile de caisses d'équipement, les yeux rivés sur son bloc-notes comme si le vacarme ne la concernait pas. Le colonel Blackwood s'approcha de Vesper, dominant sa silhouette frêle. Son visage exprimait un mélange de confusion et de colère. « Madame, avez-vous fait feu sur mon stand de tir sans autorisation? »« Oui, monsieur, » répondit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus les murmures des snipers rassemblés. Les murmures se transformèrent en incrédulité, puis en rire étouffé. « Impossible !» se moqua le sergent-chef Kieran en s'avançant. « Ce tir ne peut pas être réalisé avec un fusil standard. Qu'as-tu utilisé? »« M10 SS, répondit-elle, en désignant le système de sniper semi-automatique standard. Numéro de série S-42 du rack de stockage B. Les rires devinrent plus forts jusqu'à ce que Blackwood les fasse taire d'un regard noir. « Ce n'est pas une blague, les gars. » Il se tourna vers Vesper. « Madame, j'ai besoin de revoir vos informations d'identification. » Vesper fouilla dans sa poche et lui tendit sa carte d'identité. Alors que Blackwood l'étudiait, son expression se transforma. Ses yeux s'écarquillèrent et il se redressa soudainement, se mettant au garde à vous. « Messieurs, annonça-t-il, sa voix portant désormais un ton de respect qui n'était pas présent auparavant. Nous avons été en présence du capitaine Vesper Adair. Le nom ne disait rien à la plupart des tireurs d'élite rassemblés, mais quelques-uns des opérateurs les plus expérimentés ont réagi immédiatement. Un officier en chef de la SEAL Team 6 a fait un pas en arrière involontaire. Un marine de la force de reconnaissance chuchota quelque chose à son collègue, qui émit un faible sifflement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le niveau d'habilitation approprié, et poursuivit Blackwood, le capitaine Adair était le tireur d'élite principal du programme Ghost, récipiendaire de la médaille d'honneur, même si vous ne trouverez cela dans aucun document public. Le rire était maintenant complètement mort. Plusieurs hommes échangèrent des regards nerveux. L'opération en Syrie, murmure-t-on à l'oreille d'un autre. C'était d'elle. 3 cibles, 3 coups, 3 kilomètres, fut la réponse murmurée. À travers une tempête de sable, j'ai pensé que ce n'était qu'une légende. Le colonel Blackwood rendit les lettres de créance à Vesper avec beaucoup plus de soin qu'il ne les avait reçues. « Capitaine, je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu. Votre mission en matière de logistique n'était pas incluse dans mon briefing. »« C'était intentionnel, colonel, » répondit Vesper, rencontrant enfin son regard directement. Sa voix restait douce, mais avait acquis une clarté et une autorité qui attiraient l'attention. Le programme Fantôme a été ébranlé il y a 3 ans. Certains d'entre nous ont été réaffectés. Je préfère rester discret. Mais ce coup, interrompit Kieran, sa moquerie antérieure remplacée par une curiosité professionnelle, même en tenant compte du vent, de l'effet Corololi, de l'humidité, cela ne devrait pas être possible. Qu'est-ce qui me manque? Vesper le considéra un instant avant de répondre. Vous ne tenez pas compte de la résonance harmonique dans le canon, des variations de densité micro-atmosphérique le long de la trajectoire de la balle et de la dérive de rotation par rapport au gradient de température ambiante. Les termes techniques ont fait taire même les tireurs d'élite les plus expérimentés. L'expertise discrète de Vesper l'avait soudainement transformé d'un personnel de soutien invisible en quelque chose de complètement différent, quelqu'un dont les compétences dépassaient leur compréhension. « J'aimerais voir vos calculs, » dit Blackwood en désignant son carnet. « Ils sont dans ma tête, » répondit simplement Vesper. « Ils l'ont toujours été. » Les tireurs d'élite rassemblés fixèrent Vesper dans un silence stupéfait. Le commis à la logistique qu'ils avaient ignoré toute la journée venait de réaliser le tir impossible qu'ils avaient tous échoué à réaliser. Plus troublante encore fut la réaction du colonel Blackwood, son passage soudain de la autorité à la déférence. « Dans votre tête, » répéta le sergent-chef Kieran, rompant le silence. Son ton oscillait entre incrédulité et respect réticent. Personne ne calcule mentalement les variations de densité atmosphérique. Vesper, oui, dit une nouvelle voix. Tous les regards se tournèrent pour voir un homme en uniforme impeccable s'approcher de la base. Le commandant Lawrence Reed des renseignements navals s'avança vers le groupe d'un pas décidé. Sa présence à un exercice d'entraînement était suffisamment inhabituelle pour susciter l'étonnement. Commandant, Blackwood acquiesça d'un hochement de tête. « Je n'étais pas au courant que vous observeriez aujourd'hui. Je n'observais pas, » répondit Reed froidement. « J'attendais précisément ce moment.
Il se tourna vers Vesper. « Vous ne pouviez pas vous en empêcher, n'est-ce pas, capitaine? » L'expression de Vesper resta neutre. Les paramètres de l'exercice étaient erronés, monsieur. Quelqu'un devait en démontrer les véritables limites. Reed sourit faiblement. Toujours pédagogue, il s'adressa au groupe. Pour ceux qui se le demandaient, ce que vous venez d'observer n'était pas un hasard. Le capitaine Adair détient le record confirmé de victimes à longue distance, classé au-delà de la réalité. Vos niveaux d'habilitation. Les snipers échangèrent un regard, réévaluant la femme sans prétention qui se trouvait devant eux. Plusieurs d'entre eux s'agitèrent mal à l'aise, se souvenant des commentaires dédaigneux qu'ils avaient tenus à sa portée tout au long de la journée. « Programme fantôme », murmura l'un des phoques les plus âgés. « Je croyais que ce n'était qu'une rumeur. » C'était bien réel, a confirmé Reed, jusqu'à ce que des coupes budgétaires et certaines considérations politiques conduisent à sa dissolution il y a 3 ans. Vesper leva finalement les yeux, rencontrant pour la première fois le regard des tireurs d'élite rassemblés. Son regard était pénétrant, analytique, comme si elle faisait encore des calculs. « Je n'ai pas toujours été logistique, messieurs. Lorsque le programme fantôme a été fermé, certains d'entre nous ont été redistribués. Gaspillés, dit le commandant Reed avec une amertume non dissimulée. Le capitaine Adair était l'élève vedette du programme et finalement son instructeur en chef. 26 éliminations confirmées au-delà de 3000 mètres. 0 raté. Un jeune garde forestier s'avança, sa curiosité professionnelle surmontant son embarras. Mais comment, même en tenant compte du vent, de l'effet Coriolis, de l'humidité, ce que vous avez fait ne devrait pas être possible avec un équipement standard. Vesper hésita, jetant un coup d'œil à Reed, qui hocha la tête en signe de permission. Elle se dirigea vers un tableau blanc portable, utilisé pour les calculs de la journée, et effaça les formules existantes. Avec des mouvements rapides et précis, elle a commencé à écrire un ensemble complexe d'équations. La balistique standard ne prend en compte que ces variables, a-t-elle déclaré, en faisant le tour des formules familières que les tireurs d'élite utilisaient toute la journée. Mais il existe des effets tertiaires qui s'aggravent. Sa main se déplaçait rapidement sur le plateau, ajoutant couche après couche de complexité mathématique. « Vous prenez en compte les harmoniques du barillet ?» Kieran, se rapprochant du tableau. « Et les couches microclimatiques », a confirmé Vesper. « Il y a des ruisseaux, des poches et des tourbillons. Si vous observez les schémas suffisamment longtemps, ils deviennent prévisibles. » Pendant 20 minutes, Vesper a décrit une méthodologie qu'aucun d'entre eux n'avait rencontrée au cours de leur formation. Elle a expliqué comment lire les signaux environnementaux subtils, comment sentir la direction de la chaleur qui monte du sol, comment le bruit du vent à travers les arbres éloignés pouvait fournir des données précieuses. « Vous étiez tous tellement concentrés sur la cible que vous avez raté le tir », a-t-elle conclu. La véritable précision ne consiste pas à atteindre ce que tout le monde peut voir. Il s'agit de voir ce que personne d'autre ne peut voir. Les hommes restèrent silencieux, absorbant des informations qui contredisaient des années d'entraînement. Même Kieran, le plus expérimenté d'entre eux, semblait désormais plus pensif que sceptique. « Pourquoi la logistique ?» il a finalement demandé. « Avec tes compétences, tu aurais pu écrire ton propre ticket n'importe où. » Une ombre traversa le visage de Vesper. « Le programme fantôme a fait des victimes, » répondit-elle prudemment. « Certaines missions vous changent. »« La Syrie, » dit Reed, sa voix soudainement douce. « Tu n'as plus besoin de les protéger, Vesper. Les dossiers ont été déclassifiés à ces niveaux d'autorisation. » Vesper serra les dents, presque imperceptiblement. Les snipers attendaient, sentant qu'ils étaient témoins d'un événement important. « Il y a 3 ans, » expliqua Reed, une cible de grande valeur avait été identifiée à Al-Asaka et en Syrie. Plusieurs agences traquaient cet individu pour avoir orchestré des attaques contre le personnel américain. La fenêtre d'élimination était étroite. Une exposition de 10 minutes, la cible étant entourée de boucliers civils. Des conditions de tempête de sable, ajouta l'un des snipers expérimentés qui semblait familier avec l'opération. Visibilité proche de 0, acquiesça Reed. Toutes les agences ont affirmé que le tir était impossible, à 3 mètres de distance, malgré des conditions météorologiques qui ont cloué nos moyens aériens au sol. Le capitaine Adair s'est porté volontaire. « Tu avais des guetteurs ?» demanda un jeune Marine visiblement impressionné. « Aucun !» dit doucement Vesper. Les observateurs ne voyaient pas à travers la tempête.
J'ai utilisé des données météorologiques et des modèles mathématiques pour prédire où se trouverait la cible. 3 tirs, poursuivit Reed. 3 éliminations confirmées, la cible principale et 2 membres du personnel de sécurité neutralisés simultanément. Aucune victime civile. C'est impossible, dit Kieran, mais son ton manquait de conviction. Le rapport officiel après l'action qualifiait cela de hors de portée statistique, reconnut Reed. Certains ont suggéré que c'était de la chance. Ceux qui connaissaient le capitaine Adair savaient mieux. Mais quelque chose a mal tourné, suggéra le colonel Blackwood, pressentant que l'histoire était plus complexe. Vesper se détourna du groupe, son regard fixé sur la cible lointaine. Les renseignements étaient erronés, a-t-elle déclaré catégoriquement. Le personnel de sécurité était la cible des fils adolescents. Un lourd silence s'abattit sur le groupe. Ils étaient armés, a souligné Reed. Ils avaient participé aux opérations de leur père. C'étaient des enfants, dit Vesper d'un ton calme et définitif. Mes calculs étaient parfaits. Mon intelligence ne l'était pas. Après cela, j'ai demandé une réaffectation. L'ambiance a changé de façon palpable. Ces opérateurs aguerris comprenaient le poids de telles erreurs, le prix qu'elles faisaient payer même aux esprits les plus disciplinés. Alors, vous vous êtes plongé dans la logistique, conclut Blackwood. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais aucune intention de me révéler, admit Vesper. Mais j'entends toute la journée parler de coûts impossibles et de limites de la physique alors que je savais mieux. L'orgueil, dit Kieran avec une compréhension inattendue, prend parfois le dessus sur nous. Le commandant Reed a vérifié sa montre, c'est Mohandram. Colonel, je dois emprunter le capitaine Adair pour un débriefing. Alors je crois qu'elle devrait retourner dans ses quartiers. Ce fut une journée riche en événements. Alors que Vesper rassemblait son carnet, les tireurs d'élite la regardaient avec des yeux nouveaux. La femme invisible était devenue le centre de leur attention. Certains semblaient honteux de leur dédain antérieur, d'autres intrigués par ce qu'ils avaient appris, mais tous la considéraient avec un respect nouveau. « Oh, demain 7 heures, messieurs », annonça Blackwood. « L'entraînement régulier reprend, terminé. » Les tireurs d'élite se dispersèrent lentement, beaucoup jetant des regards en arrière à Vesper, alors qu'elle s'éloignait avec le commandant Reed. Leur conversation était feutrée mais animée, reconstituant des fragments d'opérations classifiées dont ils avaient entendu des rumeurs au fil des ans. « Je t'avais dit que le programme Fantôme était réel, » dit un phoque à son coéquipier. « Ouais, mais tu as dit que c'était une équipe d'hommes recrutés par Delta, » répondit son compagnon. « Ce n'est pas une femme qui semble devoir enseigner les mathématiques au lycée. » Kieran les entendit et secoua la tête. « C'est là le but, n'est-ce pas? Le meilleur fantôme est celui que vous ne soupçonnez jamais. » Alors que Twilight s'installait sur la chaîne, Vesper était assise seule dans ses quartiers spartiates. La petite pièce réservée au personnel logistique contenait peu d'effets personnels. Une photo d'un paysage de montagne, un livre de poche usé des méditations de Marc Aurèle et une petite boîte en bois sculptée de motifs géométriques complexes. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Le commandant Reed est entré sans attendre d'invitation. « C'était une sacrée démonstration aujourd'hui, » a-t-il dit, en prenant la seule chaise de la salle sans demander. « Ce n'était pas censé être une démonstration, » répondit Vesper, restant assise au bord de son lit. « C'était une correction. » Reed sourit. « Sémantique. Le fait est que vous êtes de retour sur le radar de tout le monde maintenant, y compris ceux qui sont au-dessus de mon niveau de rémunération. » Les yeux de Vesper se rétrécirent. Je n'étais pas d'accord avec ça. Notre accord était clair. Je traite les demandes d'équipement, je maintiens l'inventaire et je reste à l'écart des questions opérationnelles. Cet arrangement était votre choix, pas un accord contraignant, a rétorqué Reed. La vérité, c'est que, Vesper, nous avions besoin de toi. Le programme Fantôme est en cours de réactivation. Sans moi, dit-elle fermement, ce n'est plus une option. Reed se pencha en avant. Il y a 4 mois, nous avons perdu un agent à Odessa. Le mois dernier, un autre à Karakus. Il s'agissait dans les 2 cas de mission qui auraient été routinières pour vous. Je suis désolé pour vos pertes, mais je ne retournerai pas sur le terrain. La voix de Vesper était calme mais résolue. Reed soupira. Je ne parle pas d'opérations sur le terrain. Nous avons besoin de vous comme instructeur. Ces nouvelles recrues sont techniquement compétentes, mais n'ont pas votre compréhension intuitive. Vesper resta silencieuse un long moment. Le programme a été arrêté pour une raison, Lawrence. Les implications éthiques de ce que nous faisions. Le monde a changé, interrompit Reed.
Nos adversaires ne jouent pas selon les règles du gentleman. Ils développent leur propre programme en se basant sur le peu qu'ils savent des nôtres. C'est donc une nouvelle course aux armements, dit Vesper avec une pointe d'amertume. Ça a toujours été le cas. Reed se leva. Demain matin, le colonel Blackwood sollicitera officiellement votre aide pour la formation de ses tireurs d'élite. Je vous suggère d'accepter. C'est un début. Après le départ de Reed, Vesper ouvrit la boîte en bois sur sa table de nuit. À l'intérieur se trouvait une douille en laiton, polie comme un miroir. Elle le tenait entre ses doigts, sentant son poids, se souvenant du coup qui avait à la fois défini sa carrière et l'avait achevée. 3 années passées à se cacher à la vue de tous, invisible et sans éclat, s'étaient terminées par un instant de fierté. Elle allait maintenant faire face aux conséquences de cette décision. Le matin arriva avec une clarté qui correspondait à l'humeur de Vesper. Elle avait peu dormi, mais son esprit était vif. Lorsqu'elle arriva au stand de Tyre, elle le trouva transformé. Là où hier elle était invisible, aujourd'hui tous les tireurs d'élite se tenaient au garde-à-vous à son approche. Le colonel Blackwood attendait sur la ligne de tir, son attitude formelle mais respectueuse. « Capitaine Adair, la salua-t-il, j'ai reçu des ordres cette nuit concernant votre situation. » Vesper regarda le colonel Blackwood, son expression soigneusement neutre, malgré la tempête d'émotions sous-jacente. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le stand de tir, tandis que les tireurs d'élite rassemblés attendaient dans un silence inhabituel. « Capitaine Adair, continua Blackwood, j'ai reçu des ordres. Le programme Fantôme est réactivé. Ils veulent que vous dirigiez leur entraînement. » Elle s'y attendait après sa conversation avec Reed. La nuit précédente, mais l'entendre officiellement lui fit encore froid dans le dos. Vesper regarda au-delà de Blackwood vers le champ de tir lointain, théâtre de la révélation de la veille. « J'ai laissé cette vie derrière moi pour une raison, colonel. Parfois, nos plus grands dons ne sont pas réservés à nous seuls, répondit-il d'une voix étonnamment douce. Ces hommes ont besoin de ce que vous seuls pouvez leur apprendre. » Les tireurs d'élite attendaient avec impatience. Le sergent-chef Kieran, qui avait été le plus sceptique la veille, s'avança. L'attitude fière, presque arrogante, qu'il avait affichée avait disparu, remplacée par quelque chose que Vesper reconnut immédiatement. L'humilité qui naît lorsqu'un véritable maître rencontre quelqu'un qui opère à un niveau qui le dépasse. Kieran tendit sa lunette d'observation personnelle, une lunette fabriquée sur mesure avec des modifications non accessibles au grand public. « Capitaine, dit-il, sa voix portant à travers le silence du champ de tir. Quoi qu'il se soit passé en Syrie, quoi que ce soit qui t'ait poussé à partir, on a tous des fantômes. Mais ce que tu as fait hier, ce n'était pas juste du tir, c'était de l'art. » Offre représentait bien plus qu'un simple équipement coûteux. Parmi les tireurs d'élite, les optiques personnelles étaient sacrées, des extensions d'eux-mêmes, des outils qui faisaient une partie de leur identité. Pour Kieran, offrir le sien était un geste de profond respect. Vesper prit la lunette, la pesa et prit sa décision avec soin. Elle étudiait les visages des hommes qui la regardaient, des visages jeunes pour la plupart, bien que patinés par le combat et les responsabilités. Ils lui rappelaient les recrues qu'elle avait formées avant la série, avant qu'elle ne perde confiance en son propre jugement. Après un moment qui sembla durer une éternité, elle hocha la tête. « Première leçon », annonça-t-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée à Fort Benning. « Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les tirs impossibles. » Une vague visible de soulagement parcourut les tireurs d'élite rassemblés. Le colonel Blackwood s'autorisa un petit sourire avant de reprendre son expression sévère habituelle. « Nous avons préparé le bâtiment d'entraînement de l'Est », a déclaré Blackwood. « Espace de classe, équipement de simulation et accès direct à la portée de 1000 mètres pour des applications pratiques. »« Je n'ai pas besoin de tout ça, » répondit Vesper. « Donnez-moi juste les hommes, leurs fusils et l'accès à des terrains variés. » Blackwood parut momentanément confus. « Aucune composante en classe. Le tir ne s'apprend pas dans les salles de classe, colonel. Cela s'apprend dans le vent, la pluie et la faible luminosité. La théorie a sa place, mais seulement après que la pratique ait établi les bases. Comme vous le souhaitez, capitaine. Par où souhaitez-vous commencer? » Vesper a examiné le groupe. Qui était le plus proche d'atteindre la cible hier? Un jeune garde forestier leva la main avec hésitation. « J'étais à environ 1,8 du centre, madame. »« Votre nom? » »« Spécialiste Enoch Thorne, madame. 3e bataillon de Rangers. » Vesper hocha la tête. « Spécialiste Thorne,
Récupérez votre fusil et rejoignez-moi sur la ligne de tir. Tout le monde observe en silence à au moins 5 mètres derrière nous. Alors que Thorne se dépêchait de récupérer son équipement, le commandant Reed apparut aux côtés de Vesper. « Alors tu acceptes, dit-il doucement. « Pour l'instant, répondit-elle, mais à mes conditions. Aucune opération classifiée, aucun travail sur le terrain, uniquement de la formation. » Bien sûr, Reed était d'accord, même si quelque chose dans son ton suggérait que l'affaire n'était pas réglée. J'informerai Washington immédiatement. Lorsque Thorne revint avec son fusil, un M110 standard, Vesper lui ordonna de prendre sa position de tir. Le jeune garde forestier se déplaçait avec l'efficacité fluide de quelqu'un de parfaitement entraîné, s'installant derrière son arme avec une aisance pratiquée. « Tirez quand vous serez prêt, » ordonna Vesper. Même objectif qu'hier. Thorne a suivi sa routine, vérifiant les drapeaux devant, faisant des calculs, ajustant sa lunette. Il a tiré. Grâce aux observateurs, ils ont pu voir l'impact de sa balle à environ 1,7 et 7 à gauche du centre. C'est mieux qu'hier, a reconnu Vesper. Maintenant, mettez vos calculs de côté. Thorne leva les yeux, confus. Madame, vos formules vous gênent. Je veux que vous ressentiez le tir, pas que vous le calculiez. La confusion du jeune garde forestier s'approfondit. Je ne comprends pas. Au lieu de répondre, Vesper s'agenouilla à côté de lui. Ferme les yeux. Dis-moi ce que tu ressens. Thorne ferma les yeux avec hésitation. Je sens le sol solide sous moi. Le stock contre mon épaule. Plus profondément, insista Vesper. Sentez l'air circuler sur votre peau. Est-ce constant? Est-ce que ça pulse? D'où vient-il? Pendant plusieurs minutes, elle l'a guidé à travers un exercice de sensibilisation sensorielle différent de tout ce qui se pratique dans la formation standard des tireurs d'élite. Les observateurs observaient avec un intérêt croissant la respiration de Thorne changer, devenant plus profonde, plus synchronisée avec les mouvements subtils de l'air. Maintenant, ouvrez les yeux et tirez lorsque vous vous sentez prêt. Ne calcule pas. Ressentez simplement le moment où tout s'aligne. Thorne ouvrit les yeux, mais au lieu de se préparer immédiatement à tirer, il resta immobile, respirant régulièrement. Près d'une minute entière s'écoula avant qu'il n'effectue un léger ajustement sur sa lunette et n'appuie doucement sur la gâchette. À travers les longues vues, les observateurs ont vu son projectile frapper à seulement 0,4 km du centre, une amélioration spectaculaire. Thorne leva les yeux, étonné. « Comment est-ce arrivé? Vous avez arrêté de lutter contre l'environnement et vous en êtes devenu une partie intégrante, » a expliqué Vesper. La balistique est essentielle, mais elle n'est que le début. La véritable précision apparaît lorsque vous développez une sensibilité aux éléments que la plupart des gens filtrent. Pendant le reste de la matinée, Vesper a travaillé avec chaque tireur d'élite individuellement, les guidant à travers des exercices similaires. À midi, chaque homme avait amélioré sa précision, certains de façon spectaculaire. Même Kieran a réussi à réduire sa marge d'erreur de plus de 60%. Alors qu'il prenait une pause déjeuner, l'ambiance avait complètement changé par rapport à la veille. Là où il y avait du scepticisme et de l'arrogance, il y avait désormais une attention et un respect concentrés. Vesper avait fait ses preuves non seulement avec un seul tir impossible, mais avec la capacité d'améliorer immédiatement les performances de soldats déjà d'élite. Le capitaine, le colonel Blackwood, s'approcha alors que les hommes se dispersaient vers le messol. Le commandant Reed a fait en sorte que votre réaffectation devienne officielle. Vous serez répertorié comme conseiller en formation spéciale, sous ma responsabilité directe, et mes tâches logistiques ont été réaffectées. Désormais, votre seule responsabilité est la formation. Vesper hocha la tête, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'appréhension. Après 3 ans d'obscurité intentionnelle, revenir à un poste d'autorité me semblait à la fois familier et étranger. « Il y a encore une chose, » ajouta Blackwood en lui tendant un dossier. « Nous accueillons une nouvelle recrue demain. Une femme de 24 ans, ancienne athlète olympique, est en compétition. Ses résultats scolaires laissent entrevoir un potentiel extraordinaire. Mais elle a du mal à intégrer le programme traditionnel. » Vesper ouvrit le dossier et parcourut le profil des recrues. Lyra Kavanagh, 1,63, 57 kg. Plus petite que la plupart des stagiaires tireurs d'élite, elle possède néanmoins une maîtrise de la respiration et une concentration mentale exceptionnelle,
fruit de son expérience en compétition. Les autres instructeurs la trouvent trop petite pour gérer le recul nécessaire aux distances extrêmes, poursuivit Blackwood. Je pensais que vous auriez un point de vue différent. La taille importe peu, répondit Vesper en fermant le dossier. La technique compense. Je travaillerai personnellement avec elle. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon d'entraînement intensif. Sous la direction de Vesper, l'école de tireurs d'élite a connu une transformation. Les méthodes traditionnelles ont été complétées par ces approches non conventionnelles. La méditation est devenue partie intégrante de la routine quotidienne. Des exercices de sensibilisation sensorielle ont été intégrés à chaque phase de la formation. Les taux de précision se sont améliorés à toutes les distances. Le colonel Blackwood observait une nouvelle classe de tireurs d'élite par un matin d'automne venteux. À chaque poste, l'un des premiers élèves de Vesper enseignait désormais ses méthodes à d'autres. Le programme s'est développé, attirant l'attention des branches militaires et des alliés étrangers. Au plus loin, Vesper travailla avec Lyra Kavanagh, qui avait progressé plus vite que prévu. Malgré sa petite taille, que d'autres instructeurs considéraient comme un handicap, elle était devenue l'un des talents les plus prometteurs du programme. La précision n'est pas une question de force, lui dit Vesper à voix basse alors qu'il se préparait à un tir difficile sous des rafales. Il s'agit de voir ce que les autres ratent. Lyra hocha la tête, s'installant derrière son fusil avec la concentration sereine qui était devenue sa marque de fabrique. Là où les stagiaires masculins abordaient souvent les tirs difficiles avec tension, Lyra fit preuve d'une adaptabilité fluide que Vesper avait reconnue dès ses débuts. La cible se trouvait à 20 mm. Pas tout à fait la distance impossible de cette première démonstration, mais suffisamment difficile dans les conditions du jour. LRA prit son temps, réalisant les exercices de vigilance que Vesper lui avait enseignés. Puis, sans prévenir, elle tira. À travers sa lunette d'observation, Blackwood observa l'impact de la balle en plein centre, un tir que tout le monde aurait qualifié d'impossible 6 mois auparavant. Il sourit en baissant la lunette. Sur son bureau au quartier général, une photo encadrée était posée sur la table. L'équipe du programme Fantôme de Vesper, 3 ans plus tôt. La plupart des visages étaient masqués ou masqués pour des raisons de sécurité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit vraiment pourquoi elle avait disparu dans la logistique, pourquoi elle avait choisi l'invisibilité. Parfois, les capacités les plus extraordinaires s'épanouissent mieux dans l'ombre, et parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles que personne ne voit venir. À la fin de la journée de formation, Vesper rassembla ses étudiants avancés pour un débriefing. Le groupe comprenait Kieran, Thorne et Kavanagh, le cœur de ce qu'on appelait officieusement le nouveau programme Fantôme, bien que cette appellation fût officiellement niée. Demain, nous commençons les extrêmes environnementaux, annonça Vesper. Simulation de conditions désertiques le matin, arctiques l'après-midi. Préparez-vous en conséquence. Alors que le groupe se dispersait, le commandant Reed s'approcha avec un visiteur, un civil à l'air sévère dont l'allure criait « Communauté du renseignement ». « Capitaine Adair », dit Reed d'un ton formel. « Ici, M. Albright de Langley. Il aimerait vous parler. » Vesper sentit une tension familière lui revenir. 6 mois de paix relative, de concentration exclusive sur l'entraînement plutôt que les opérations lui avaient presque fait oublier le vaste monde qui avait autrefois accaparé sa vie. Le capitaine Albright commença sans préambule. « Votre programme a produit des résultats remarquables. Les améliorations de précision justifient à elles seules l'investissement au centuple. »« Merci, » répondit Vesper avec prudence, pressentant que la situation s'aggravait. « Une situation se développe au Kazakhstan, » poursuivit Albright, confirmant ses soupçons. « Des renseignements critiques suggèrent une menace imminente pour les intérêts américains. Nous avons besoin de votre point de vue. »« Mon point de vue ou mes compétences ?» demanda directement Vesper. Albright ne broncha pas. Les deux potentiellement, mais pour l'instant, juste une consultation. Vesper regarda le champ de tireur où ses élèves s'apprêtaient à partir. LRA croisa son regard et lui adressa un léger signe de tête respectueux avant de se détourner. À cet instant, Vesper reconnut chez la jeune femme quelque chose qu'elle avait déjà perçu en elle-même. Un talent exceptionnel associé au poids des responsabilités qu'un tel talent implique. « Consultation seulement », dit Vesper fermement à Albright. « Je ne tire plus. »
Bien sûr, il accepta d'un ton sec. Le briefing est prévu pour 7 heures demain. Tandis qu'Albright s'éloignait, Reed resta derrière. Tu savais que cela finirait par arriver, dit-il doucement. Oui, reconnut Vesper. Mais à mes conditions maintenant, pas au leur. Reed observa son visage un instant. Tu as changé, Vesper. Il y a 6 mois, tu aurais refusé catégoriquement. Elle réfléchit à cela. 6 mois plus tôt, je me cachais. Maintenant, je choisis. La différence était subtile mais profonde. En retournant enseigner aux autres ce qu'elle savait, Vesper avait redécouvert quelque chose qu'elle pensait avoir perdu en Syrie. Non seulement un but, mais aussi une capacité d'action. La capacité de décider comment utiliser ses compétences extraordinaires plutôt que de laisser les autres décider à sa place. Alors que le soleil se couchait sur Fort Benning, Vesper se dirigea seule vers le hangar à matériel, où, 6 mois plus tôt, elle avait choisi de sortir de l'ombre. Le fusil qu'elle avait utilisé ce jour-là, le M110 standard qui avait accompli ce que l'équipement spécialisé ne pouvait pas, était de nouveau accroché à son support. Elle caressa légèrement le canon, sentant les imperfections microscopiques que la plupart ne remarqueraient pas, mais qu'elle avait instinctivement compensées en réussissant ce tir impossible. Parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles que personne ne voit venir.